Salut, cette vidéo a beaucoup trop de retard, donc commençons. Bienvenue pour la preview du chapitre 56 de Boruto. Alors juste avant de commencer, j'aimerais revenir sur un point, c'est les spoilers, je reviens dessus une dernière fois. C'est très chiant à chaque fois de devoir attendre un mois pour quelques pages de manga pour qu'au final l'essentiel soit spoilé dans un commentaire de moins d'une ligne la veille de la sortie officielle. Alors comprenez bien, j'engueule personne, ceux qui m'ont spoilé dans les commentaires, franchement c'est pas grave, y a pas mort d'homme, à aucun moment je vous fais le reproche ou quoi que ce soit, c'est aussi ma faute, je pense que maintenant désormais dès que je commence à voir des petits spoilers sur les réseaux, je vais arrêter de lire les commentaires YouTube jusqu'à la sortie officielle du chapitre, mais du coup voilà, moi de mon côté je vais arrêter un peu de lire les commentaires pendant ces périodes, mais si vous ne spoilez pas, ça me faciliterait énormément le travail. Bon, fini de parler des spoilers, passons au résumé du chapitre 55 de Boruto. Suite à l'utilisation du mode Baryon et de la perte de connaissance de Naruto, lui et Kurama se font leurs adieux. Naruto fait un court discours dans lequel il dit avoir vécu beaucoup de choses avec Kurama et qu'il l'en remercie. Mais Kurama révèle que le prix du mode Baryon était en fait sa vie et non celle de Naruto. Kurama lui avait menti pour s'assurer que Naruto n'hésiterait pas à utiliser cette technique et à sauver le monde. Naruto ne mourra pas à la disparition de Kurama car il s'agit d'un procédé différent de l'extraction. Il pourra s'occuper de ses proches pour qui il s'est fait du souci jusque dans ses derniers instants, mais désormais il ne possédera plus de force surhumaine, et se surmener impliquera des risques mortels. Alors que Kurama nous quitte dans un écran de fumée, Naruto tente désespérément de le rattraper mais se réveille dans les bras de Boruto. Son papa est encore vivant, il lui aura fait la peur de sa vie. Mais pas le temps de traîner, il faut se retéléporter à Konoha. Kawaki n'a plus son Kama et Sasuke n'a plus son Rinnegan. Il n'en veut d'ailleurs aucunement à Boruto car il sait très bien que ce n'est pas de sa faute, il s'estime déjà heureux d'avoir survécu. Mais Boruto hésite à utiliser ses pouvoirs de peur de réveiller Momoshiki et n'arrive pas à créer de portail. Kawaki lui explique qu'il est heureux d'être enfin débarrassé du Kama, mais pour y parvenir, il a fallu compter sur les autres. Il promet à Boruto qu'un jour il parviendra à retirer son Kama, à lui et à tous ceux qui en posséderaient. Mais pour ça, il faut qu'il rentre à Konoha, et donc Kawaki commence à s'énerver contre Boruto pour qu'il parvienne à les téléporter. Ce qu'il parvient à faire une fois que Kawaki est juste en face de lui, nos protagonistes se jettent dans le portail. Pendant ce temps, à la stèle Otsutsuki, Code se réveille de sa sieste. Code exprime sa jalousie vis-à-vis de Kawaki. Après tout, celui-ci est un réceptacle opérationnel alors que lui ne possède qu'un Kama blanc qu'il qualifie de raté. À ce moment-là, la marque blanche se répand et Ishiki apparaît dans un écran de fumée. Il explique à Code, son serviteur le plus fidèle, les circonstances de sa mort et lui lègue sa volonté, ainsi que celle des Otsutsuki. Il lui demande de se servir de Boruto ou de Kawaki comme sacrifice pour Jubi et de dévorer le fruit du chakra qui en résultera. Il devra répéter l'opération jusqu'à devenir un véritable dieu. Cependant, Code exige de connaître les noms des responsables de la mort de Ishiki pour se venger de ceux qui lui ont arraché de ce monde son dieu à lui. Amado, qui était jusque-là insensible, dégage une anxiété démesurée. À ce moment-là, Shikamaru est tenu au courant du retour de nos héros. Amado demande si Kawaki va bien, et en apprenant son bon état, il est excessivement soulagé. Ce que Katasuke et Sumire ne manqueront pas de remarquer. Sur le toit du bureau du Hokage, Boruto confesse à Kawaki qu'avec lui, il a le sentiment que tout est possible. En réponse à quoi, Kawaki rejoue la carte de l'indifférence, mais pour Boruto, leur affection mutuelle n'est plus un secret. Le chapitre se clôt sur un code déterminé, récitant les noms des meurtriers de Ishiki. Kawaki, Amado le traître, Uchiha Sasuke, le Hokage Uzumaki Naruto, et puis Uzumaki Boruto. Alors je suis content de ce chapitre 55, d'une part parce qu'il confirme plus ou moins 2 vidéos que j'avais faites, mais je reste tout de même mitigé. Mais j'admets bien aimer le parallèle des pertes dans les deux camps. Kurama le gentil qui de son côté meurt dans la fumée, et Ishiki le méchant qui de son côté meurt lui aussi dans la fumée, avec les deux entités qui lèguent leur volonté d'une part à Naruto, de l'autre à Code. Mais bon, malgré les explications, je trouve ça toujours incohérent que Naruto survive, ça sent que ça a été changé à la dernière minute. Le fonctionnement du mode Baryon consiste à utiliser le chakra de 2 individus, dont celui de Naruto. Or, Kurama semble dire dans ce chapitre que à aucun moment la vie de Naruto était en danger.
peut-être qu'il a menti sur le fonctionnement du mode Baryon, ce qui serait d'une part nul, parce qu'on saurait même pas comment fonctionne ce mode, mais c'est surtout faux, parce que c'est grâce à ce fonctionnement expliqué par Kurama qu'ils ont gagné, en consommant le chakra de Ishiki. Donc le chakra de Naruto aurait dû s'épuiser plus vite que celui de Kurama, et les deux amis auraient dû mourir, tel était le plan originel de Kodachi, selon moi. Parce que du coup, on n'a qu'à imaginer un Naruto qui réutilise le mode Baryon des autres Biju, et il aura aucune égratignure. Pour me justifier une énième fois, je ne souhaite pas particulièrement la mort de Naruto. C'est juste que tellement d'éléments s'agençaient pour aboutir à cette fin, que le fait que ce ne soit pas le cas sonne incohérent avec le reste du récit. Ensuite, le manque de larmes lors du discours de Naruto à Kurama ne m'a pas du tout embêté. Ils étaient encore en état de choc et Naruto était encore préoccupé par plein de trucs. Tout ce que j'ai à reprocher à cette scène, c'est que Naruto cite le meurtre de ses parents. Ça faisait longtemps qu'il avait tourné la page, je trouve que c'était pas la peine de nous ressortir. Ce qui me pose vraiment problème, c'est sur les dernières pages du chapitre où Naruto regarde l'horizon avec un grand sourire. Certes, le sacrifice de Kurama, qui était littéralement une partie de lui qu'il a perdu, a permis le sauvetage du monde, mais Naruto n'a jamais accepté aucun sacrifice des autres. Sinon, il aurait pu juste se contenter de tuer Sasuke dans la vallée de la faim, ça aurait réglé plein de problèmes. C'est l'opposé même de la philosophie de Naruto, d'accepter de sacrifier quelque chose, en l'occurrence quelqu'un, pour gagner autre chose. Donc j'aurais préféré un Naruto un peu mélancolique sur la fin de ce chapitre. D'ailleurs, Naruto n'a pas perdu ses moustaches, c'est un trait génétique qu'il avait avant même d'être réceptacle. Boruto et Himawari en ont par exemple, et ils les ont toujours pas perdus. C'est juste une erreur de dessin de Ikemoto, il en fait super fréquemment, presque à tous les chapitres. Le premier qui me vient, c'est le bras de Kawaki qui a miraculeusement repoussé. Mais donc voilà, je suis convaincu que dans le prochain chapitre, on aura toujours un Naruto avec ses fameuses moustaches. Par ailleurs, que Code garde son karma alors que tous les autres s'effacent, ça me va. Les kamas sont effacés par précaution, pour éviter qu'un Otsutsuki ressuscite à travers deux personnes en même temps. Or, si Ishiki ne peut pas ressusciter à travers Code, pas la peine que son kama s'efface s'il venait à ressusciter à travers quelqu'un d'autre. En passant, l'existence du kama blanc confirme ma vidéo selon laquelle il existe plusieurs types de kama, et notamment que Sakura en possède un. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, elle est assez courte. Il semble que Code soit le deuxième enfant à avoir survécu au transfert de Kama, dont j'avais parlé dans ma vidéo où j'avais deviné la mort de Ishiki. Il a notamment une cicatrice cachée derrière sa ferraille, sûrement les séquelles de ce transfert. Ainsi, est-ce une volonté de Ishiki de transmettre un Kama blanc à une personne qui ne peut pas supporter le Kama habituel, ou est-ce le corps de Code qui, ne pouvant supporter le Kama habituel, l'a transformé en Kama blanc pour survivre? Si c'est un accident, aucun problème, mais si c'est la volonté d'Ishiki, ça m'étonne. Le gars est super arrogant. Prévoir un kama de secours, c'est prévoir une défaite. Or, Ishiki n'aurait jamais eu l'audace d'imaginer perdre. Sauf que c'est pas pour ressusciter à travers Code le kama blanc, donc à quoi ça lui sert? J'avais imaginé que ce soit un piège d'Ishiki pour qu'au moment où il mange le fruit du chakra, qui contient sa conscience, il pourra ressusciter à travers Code. Mais non seulement ce serait un plan de secours, or ce n'est pas logique comme je viens de le dire, mais en plus Code ne demande rien de mieux qu'à être le réceptacle de Ishiki, donc pourquoi le lui cacher? L'unique explication logique que j'ai trouvée, c'est que ce Kama blanc serait la création de Amado. Aucune idée à quoi ça lui servirait que quelqu'un ait un Kama blanc, mais c'est la seule explication plausible que je trouve avec l'accident pour le moment. D'ailleurs, Amado semblait super inquiet pour Kawaki. Peut-être est-il attaché à lui. Je l'imagine bien, ce serait intéressant de développer sa relation avec Kawaki et que celui-ci découvre petit à petit le vrai visage d'Amado que celui-ci cachait derrière son imposture. Ou peut-être est-il seulement nécessaire à son plan. Il nous a été teasé dans une revue que Amado pourrait encore s'avérer être une menace pour Konoha, donc pas étonnant s'il se sert de Kawaki comme d'outil pour atteindre son rêve. Sans transition, le dieu Otsutsuki qui a fait beaucoup parler de lui et provoqué de nombreuses conclusions hâtives, je pense qu'il n'existe pas. Ce dieu, c'est ce que souhaite devenir Ishiki, directement ou à travers Code, mais il s'agit simplement d'une représentation, d'un idéal. D'où la similitude avec un Otsutsuki, les cornes, les yeux, etc. Et en parlant des yeux, abordons ces fameux Jugan. Vous commencez à me connaître? Je pense qu'il s'agit pas de Jugan. J'en vois certains venir. Arrête de t'obstiner, arrête de nier que le Jugan existe, blablabla. Mais si, il s'agit bien de Jugan sur ce dieu, ça fait que confirmer ma vidéo comme quoi le Jugan n'existait pas jusqu'à présent dans le manga. J'ai fait une vidéo explicative analysant le design, les explications, etc. qui permettait de conclure que ce qu'avait Boruto était en fait un Byakugan. Ça n'a pas suffi à convaincre la plupart d'entre vous. Tant pis, aucun problème. Mais j'avoue être assez contrarié en voyant qu'il suffit d'un œil ressemblant vaguement au Jugan pour que vous retourniez votre veste et dites « Première apparition du Jugan !»
Bah oui les gars, l'œil de Boruto c'était pas du tout le design du Jugan et c'était mon premier argument. Désolé, j'évacue la frustration, ça c'est fait. Non, en vrai je fais l'énervé, mais c'est juste que je trouve ça un peu facile ce retournement de veste. Mais bon, donc il y a la possibilité que ce soit bien un Jugan. Mais vous l'avez compris, selon moi ce n'est pas le cas. Car comme je viens de le dire, ce personnage n'est sûrement qu'un fantasme, qui n'est pas réel. Ce panel dieu évocateur des queues de Pan ne ferait simplement qu'allusion à l'omniscience de ce personnage, ses pouvoirs divins de tout voir et peut-être même tout contrôler. Le sclère noir pourrait faire référence à Edo Tensei et son immortalité, ou bien ça ne pourrait faire référence à rien de particulier. Il semble juste que Ikemoto se soit inspiré de différentes illustrations et œuvres pour donner forme à son dieu, dont celle de Alex Grey. Mais ce qui me fait surtout dire qu'il ne s'agit pas d'un Jugan, c'est que si c'était le cas, ça veut dire que dans la scène du futur, Boruto a toujours un Byakugan. Ok, il pourrait l'obtenir encore après, mais je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo sur le Jugan pour comprendre mes arguments et pourquoi je pense que Boruto n'aura jamais le Jugan. En tout cas pour le moment. On a assez parlé du Jugan ? On a assez parlé du Jugan. Allez, passons concrètement à ce qui va se passer dans le chapitre 56. On aura sûrement droit aux funérailles de Kurama, avec Naruto et, je l'espère, tout Konoha en deuil. Il n'y aurait pas plus beau que le pardon de ceux qui l'avaient autrefois massacré pour la fin d'un personnage aussi iconique que Kurama. Kurama qui ne devrait pas réapparaître quelques années plus tard comme Isobu, car les conditions de sa mort sont particulières. Son chakra s'est fusionné à celui de Naruto et même celui de Ishiki. Il a donc des propriétés différentes, donc un comportement différent. Ainsi, je ne pense pas que Kurama se reformera. En plus, ce serait pas un sacrifice du coup. Mais il y a encore de l'espoir pour Kurama, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle est ma théorie. J'ai du mal à voir le retour de Kakashi, étant donné que tout le monde l'imaginait remplacer le rôle de Hokage de Naruto. Mais étant donné que celui-ci a l'air d'aller super bien, je pense pas qu'il ait besoin de remplaçant. À moins qu'on apprenne que Naruto ait en fait des séquelles du mode Baryon, etc. Mais du coup là, j'avoue avoir un peu de mal à voir le retour de Kakashi, qui avait été teasé par Ikemoto. Alors il est possible que Code attaque directement Konoha dans le chapitre 56, étant donné qu'il s'y trouve tous les meurtriers de Ishiki. Bon, mis à part Kashin Koji, mais Ishiki l'avait étonnamment pas cité. D'ailleurs, le fait que tout le monde ignore ce qu'est devenu Kashin Koji, ça pourrait être un avantage pour lui. Mais j'imagine un chapitre plutôt calme, avec peut-être Sakura qui soignera notre héros, et s'intéressera enfin au Kama de Boruto et comprendra le lien avec son sceau. Amado va sûrement réparer le bras de Kawaki qui ne supporte plus la prothèse de Naruto. Il pourrait même nous révéler d'autres informations sur Kara par exemple, ou Code et ses capacités. Quels sont les pouvoirs de Code mis à part ceux qui lui sont conférés par le Kama blanc, étant donné qu'il avait été dit plus fort que Delta, c'est donc qu'il avait bel et bien des capacités. Donc voilà, c'est tout ce que j'imagine pour ce chapitre 56, un chapitre assez calme avec surtout le deuil de Kurama, et sûrement quelques révélations. Donc il est temps de passer au chapitre post-56. Au moment où Boruto parvient à créer un portail dans le chapitre 55, lui, mais aussi Kawaki, a une aura. Est-ce qu'il a encore les pouvoirs de Ishiki ? Je pense que c'est grâce à Kawaki que Boruto est parvenu à ouvrir ce portail, qui garde un certain degré de résonance avec Boruto. Mais bon, on le sait grâce à la scène du futur, comment Kawaki va-t-il récupérer un Kama ? Je reviens encore une fois sur ma théorie, mais je suis encore convaincu qu'il s'agira de Boruto ou de Borushiki qui transmettra son Kama à Kawaki. Dans son discours de motivation, Kawaki explique que c'est en maîtrisant le Kama qu'on parviendra à s'en débarrasser. Si Boruto a peur de l'utiliser à nouveau, j'imagine bien Kawaki le forcer à lui transmettre son Kama pour lui prouver qu'il est prêt à tout pour se débarrasser du Kama de Boruto. À vrai dire, c'est ce que j'ai cru qu'il allait faire dans le chapitre 55 alors que j'étais en train de le lire pour la première fois. Ou bien c'est Moshiki qui transmet son Kama à Kawaki pour ressusciter à travers lui et se débarrasser de Boruto dans la gueule de Jubi, car Kawaki est un meilleur réceptacle que Boruto. Pour ceux qui sont pas d'accord, je vous invite à aller voir ma dernière preview. Par contre, ce n'est sûrement pas Code qui va lui transmettre le sien. D'abord parce qu'il s'agit d'un Kama blanc. Mais même s'il s'avère que ça donnerait un Kama habituel, Code ne ferait jamais ça. Il est jaloux que Kawaki soit un réceptacle opérationnel. Pour rien au monde, il lui donnerait l'occasion de devenir le vaisselle d'Ishiki. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas si dans sa quête de retirer tous les Kama, Kawaki ne s'en prendrait pas à celui de Code. D'une part, Kawaki déterminé à réduire à néant toute trace des Otsutsuki, de l'autre, Code prêt à tout pour amener les Otsutsuki au sommet. Enfin, voici le moyen par lequel on pourrait faire ressusciter Kurama. Il nous a été expliqué que les planètes, et par extension les fruits du chakra, contiennent les données de tous les êtres qui ont vécu sur la planète. Et donc,
Kurama. Si un Shinju était planté sur Terre sans mener à l'annihilation de toute vie, un peu comme Kaguya l'avait fait 1000 ans plus tôt, et que quelqu'un parvenait à maîtriser le yin-yang pour utiliser la technique de création de toute chose pour redonner vie à Kurama, du coup notre renard préféré pourrait revenir d'entre les morts. Mais pour ça, il faut d'abord un sacrifice pour Jubi. Or, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ni Boruto ni Kawaki ne vont y être sacrifiés. Le seul autre personnage qui possède un Kama, c'est Code, sauf qu'il n'est pas un vaisseau opérationnel, donc il nourrirait rien du tout Jubi. Et donc la dernière possibilité, c'est que ce soit directement un Otsutsuki qui le nourrisse. Pourquoi je pense à ce point qu'un Shinju va être planté sur Terre ? Comme Naruto, je pense que le pire des scénarios va se produire. Dans Naruto, le truc qu'on voulait éviter, c'était le Tsukuyomi infini, et il a eu lieu. Là, dans Boruto, ce qu'on souhaite éviter, c'est la plantation d'un Shinju. Donc j'imagine bien que ça va arriver. Ainsi, le Tsutsuki qui servira de sacrifice pour Jubi, je vois que Kaguya, coincé dans la lune dans sa dimension. Toneri, je crois, il est canon dans The Last, mais tout ce qu'on a vu dans Boruto, il y est pas du tout, on l'a pas encore introduit, donc ça m'étonnerait vraiment que Toneri apparaisse un jour dans Boruto. Soit, c'est le roi des Otsutsuki. Il serait temps qu'il lève un peu son cul de son trône et qu'il fasse le boulot lui-même, qu'il plante un Kama sur quelqu'un, qu'il se jette dedans, et peut-être que lui, vu que c'est le roi des Otsutsuki, il ressuscite à travers la personne en quelques minutes. Bon, ça c'est vraiment une hypothèse, mais j'imagine bien le roi des Otsutsuki dire « Bon, là, ça commence à me faire chier, cette planète, elle pose des problèmes, donc on va les annihiler, je vais me sacrifier pour donner un arbre, mais bon, je pense pas qu'il va juste crever comme ça sans planter un Kama, ce serait, ce serait complètement con. » Mais donc, j'ai évoqué Kaguya, et j'aimerais bien qu'on apprenne enfin la raison de sa trahison vis-à-vis d'Ishiki. Sûrement qu'elle a eu de l'affection pour les terriens, mais sûrement plus au-delà de l'affection pour ses propres enfants, que son but c'est pas de sauver l'espèce, mais de sauver ses enfants. Je sais pas si vous comprenez la nuance, mais sauver l'espèce pour ses enfants, genre l'espèce en elle-même, elle en a rien à foutre. Enfin moi c'est l'explication principale que je vois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que sur cette période, en fait on sait presque rien. Personnellement, le fait que Ishiki soit coupé en deux, c'est vraiment très particulier, et je pense qu'en fait, elle a nourri le Shinju, enfin le Jubi de l'époque, avec le bas du corps de Ishiki. Ainsi, ça explique que ça a donné un arbre qui est pas très performant et qui a permis à la Terre de survivre. Et elle n'aurait pas achevé le haut du corps de Ishiki pour ne pas alerter les autres Otsutsuki. J'ai du mal à voir pourquoi elle l'aurait épargné et comment il aurait fait pour s'enfuir sans qu'elle le voie. Et dernière question à laquelle il nous faut une réponse, c'est qu'a fait Jigen pendant toutes ces années ? En fait, je pense que Kaguya l'avait scellée dans sa dimension où elle est actuellement scellée, quelle ironie, et que pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, au moment où Naruto et Sasuke se sont retéléportés sur Terre, il en a profité pour se déceler. Ce qui explique que Ishiki est intervenu aussi tard, parce que pendant toutes ces années, il était coincé dans cette dimension vague, et que maintenant il est de retour et qu'il peut enfin agir. Bon voilà, c'était tout pour cette preview, encore désolé pour le retard, j'ai beaucoup de trucs à faire et comme d'hab, ma priorité c'est pas YouTube, mais je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos, j'espère que vous en prenez toujours autant à les regarder. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si vous voulez, mais bon, surtout les commentaires, parce que, comme d'hab, c'est le partage que je kiffe. Donc voilà, je vous attends en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine preview.